Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à vos questions mais nous aidera à y réfléchir. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Je vous invite d'ores et déjà à écouter la première partie de cette série pour avoir 2-3 bases de réflexion sur notre sujet. Dans cette suite, j'accueille Héloïse, comédienne depuis une quinzaine d'années, pour parler ensemble de ces larmes qui apparaissent dans nos yeux face aux comédiens et aux acteurs. Guillaume Leblanc suggère que le cinéma est le lieu de l'émotion par excellence, parce qu'en s'y rendant, on accepte d'emblée l'idée d'être touché. Combien de fois je suis allé au cinéma en prenant un paquet de mouchoirs au cas où, parce qu'il est tout à fait probable que je finisse par pleurer. Je pense sincèrement que nous avons tous déjà eu peut-être cette réflexion et cette situation. Il écrit plus loin que le cinéma nous permet d'imaginer que notre vie pourrait ne pas être ce qu'elle est actuellement. Il nous transporte dans des réalités qui ne sont pas les nôtres, nous fait vivre des situations inédites, improbables et brise ainsi nos habitudes mentales. Nous voilà confrontés à des possibilités de vie totalement nouvelles, des situations bouleversantes qui nous touchent profondément. Et oui, même celles de super-héros. Mais surtout, Guillaume Leblanc met en avant une particularité essentielle du cinéma. J'utilise mes petits doigts pour faire des guillemets. La pénombre des salles de cinéma nous place dans une chambre obscure qui favorise un état de pure réceptivité. Cette obscurité nous permettrait même, selon lui, de nous libérer momentanément de nos masques sociaux, ce qui nous habille dans la vie de tous les jours, pour être enfin nous-mêmes pleinement réceptifs à nos émotions. Il résume d'ailleurs cette expérience ainsi, je reprends mes petits doigts guillemets, aller au cinéma, c'est décider de ne plus décider, c'est s'abandonner à la venue possible des pleurs. Cette réflexion sur le cinéma me touche beaucoup et me fait immédiatement penser aussi au théâtre qui réunit à peu près cette ambiance de salle feutrée plongée dans le noir. Dans son livre « L'histoire des larmes », Anne-Vincent Buffo écrit à ce sujet « Au XVIIIe siècle, l'effusion des larmes se pratique en public. La salle de spectacle peut jouer le rôle de microcosme significatif. On y pleure beaucoup et surtout, on aime à s'y montrer en larmes. » Déjà à cette époque, le théâtre était donc un espace privilégié pour l'expression publique de l'émotion. Et bien avant l'invention du cinéma, Aristote disait déjà à propos du théâtre, notamment de la tragédie, la vertu du théâtre est de nous libérer de certaines passions. La tragédie, en nous représentant le mal sur scène, nous donne la possibilité de nous en libérer. Elle est une médecine qui purge nos émotions. Ça, c'était une sacrée introduction. Je vous l'avais déjà teasé lors du précédent épisode que vous avez, j'en suis sûr, tous écouté la semaine dernière, Héloïse. Héloïse est parmi nous, elle est comédienne et donc pour elle, l'espace de la scène est un peu quand même beaucoup familier et donc il m'a semblé judicieux face à ces différentes images et représentations du théâtre et surtout de ce lieu qui visiblement permet les larmes de façon beaucoup plus libérée, d'avoir son point de vue. Donc déjà, pour commencer, bonjour Héloïse. Bonjour Cyril. Oh, quel bonjour. Écoute, on va commencer très large, donc on ira petit à petit en profondeur, mais est-ce que, selon toi, le théâtre, aujourd'hui encore, est ce lieu dans lequel on peut s'autoriser à pleurer plus que dans l'espace public ? Évidemment, je pense, on est autorisé à pleurer au théâtre, que ce soit en tant que spectateur ou en tant que comédien. Je pense que c'est un endroit d'expression libre de nos émotions. Après, il y a une particularité. Pour le coup, je vais parler en tant que comédienne. Au début, on est souvent impressionné par les gens qui savent pleurer sur commande. Comme si c'était un exploit, un don que certains avaient la capacité de créer ces pleurs, ces larmes, et que c'était époustouflant à faire. Et puis, donc effectivement, je vois qu'en école de théâtre, il y en a qui arrivent, il y en a qui ne savent pas faire ça. Et quelque part, je me suis dit, assez rapidement, quand je vois des gens qui arrivent à pleurer sur commande, j'ai l'impression d'être au cirque et de voir des gens qui vont faire des pirouettes sur des trapèzes, et c'est très impressionnant, c'est un exploit. Tout le monde ne sait pas faire ça, et pourtant je ne suis pas émue. Donc, au théâtre, est-ce que notre travail de comédien, c'est de jouer, simuler des émotions incroyables, ou c'est faire ressentir des choses aux gens
assis dans la salle. Mhm. Donc je crois que l'intérêt, c'est qu'ils ressentent des choses eux. Donc pour aborder mon métier, je me pose aussi la question de moi en tant que spectatrice, qu'est-ce qui me fait ressentir, vibrer, vivre des émotions intenses. Et ce qui, moi, va me faire pleurer au théâtre, c'est peut-être plus voir un comédien ou un personnage qui va retenir avec une grande pudeur des pleurs que quelqu'un qui se laisse aller et s'effondre en larmes en faisant en général des grimaces. Parce qu'évidemment, on peut faire des grimaces, ça va finir par tirer les larmes, mais l'émotion ne sera pas au rendez-vous. Moi, j'ai l'impression que ce qui me touche, ce qui m'émeut, c'est quand les larmes coulent d'un visage qui est presque paisible et serein, et pas dans une espèce de grimace poussive où on force quelque chose à sortir. Les larmes, c'est touchant quand ça nous échappe. Et alors pour approfondir un peu ce point précis, donc monter sur scène, c'est donc accepter qu'on puisse être, en tant que comédien, comédienne, touché par cette émotion-là, touché jusqu'aux larmes. Comment, au niveau des répétitions, du travail de préparation, comment garder cette naturalité de l'émotion en sachant que on est quand même sur une pièce de théâtre, donc quelque chose qui est écrit et où il faut pleurer à un moment donné, ou du moins le metteur, la personne qui aura mis en scène la pièce attendra du comédien qu'il pleure à ce moment-là du texte. Comment jongler entre cette commande de pleurs et le naturel de l'émotion aux larmes? Alors, je crois que la surprise, c'est-à-dire surprendre ou se laisser surprendre à une étape du travail, est importante. C'est-à-dire, en tant que comédien, le job n'est pas d'identifier des émotions et de jouer ces émotions parce qu'elles sont écrites. Finalement, ce serait redondant, parce que n'importe qui lit la pièce va dire « Ok, là, on est sur de la tristesse ». Si on associe la tristesse absolument à des pleurs, ce qui est discutable, on jouerait tous, à ce moment-là, toutes les pièces pareilles. Moi, ce que j'aime dans le travail, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec des metteurs en scène qui ne me parlent pas en termes d'exigence de « là, je veux que tu sois dans la joie ». Là, tu pleures. Pardon, c'est même pas au même niveau, c'est-à-dire là, tu dois sourire, là, tu dois pleurer. Pour moi, pleurer ou sourire, ce sont des grimaces, c'est un masque du visage. C'est pas forcément révélateur de l'émotion qu'il y a derrière. On peut pleurer de joie comme on peut rire de l'absurdité de notre sort, qui équivaut à une forme de tristesse. Donc déjà, j'associe pas les deux ensemble. Ce que je trouve agréable, c'est de se laisser surprendre des fois par le flow. Quand je répète un texte ou un personnage, je vais avoir tendance chez moi à prendre le texte et à le répéter en boucle. Et puis, presque mécaniquement, sans le vouloir, il y a des moments où je vais me laisser aller à tout à coup, ce passage-là, je vais l'accélérer. Puis parfois, il y a des passages qui, on ne sait pas pourquoi, s'emparent de nous et nous amènent tout à coup dans un état qu'on n'avait pas du tout prévu. Notamment là, le souvenir que je peux avoir, c'est dernièrement, j'ai joué le rôle d'un poète qui a vraiment existé, Joël Bousquet, un poète occitan qui fait partie de la vague des surréalistes. Et notamment, je devais donner à lire, à interpréter une partie de sa correspondance. C'est un poète qui a été touché à 21 ans d'une balle dans la colonne vertébrale. Il était donc handicapé, prisonnier de son lit, de sa maison. Mais il n'a cessé d'entretenir des correspondances avec des femmes avec qui il ne vivait pas forcément des relations d'amour, mais en tout cas, ces femmes étaient son lien avec la vie, lui qui était prisonnier de ces 4 murs. Et en lisant, en apprenant ces lettres, cette correspondance, tout à coup me sont parvenues des larmes sur des instants que je trouvais pourtant extrêmement joyeux et résilients de sa part. Il disait quelque chose comme devant un tableau, devant un texte qui vous émeut, souvenez-vous que cette émotion, c'est vous-même. Enrichissez-vous de cette révélation. Qu'entre un instant heureux, une rencontre ont fait battre un peu votre cœur, ajoutez-vous-les, emmenez-les avec vous, rendez-les présents à des émotions nouvelles. Vivre est un enchantement, quel que l'on soit devenu, et vivre est plus beau encore quand on a, comme vous, le privilège d'incarner cette vie. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase qui est une démonstration de la résilience de cet homme infirme qui goûte à la joie et au plaisir de la vie, malgré le fait qu'il n'ait pas la jouissance de ses membres, je ne sais pas, ça déclenché des torrents de larmes chez moi, alors que je trouvais ça si merveilleusement beau
cet homme qui était en pleine expansion par le biais de sa façon de s'émouvoir et de se réjouir de la moindre petite chose. Et que chaque émotion qu'il vivait était comme une bénédiction et le faisait sentir vivant. Et donc debout, et donc libre. Du coup, lorsque tu t'es retrouvé à jouer ce texte-là et à le retranscrire face à un public, parce que là tu me parles d'une lecture un peu plus intime de la découverte de cet auteur, est-ce que les larmes te sont revenues? Et j'entends le caractère tout à fait réel et authentique de cette... Est-ce qu'elles sont revenues au même terme, ou est-ce que du coup tu as placé l'émotion autrement et différemment, parce que peut-être à ce moment-là, tu savais que, étant non plus la position de la lectrice, mais la position de l'auteur, si j'ai bien compris, de cette lettre, comment s'est passé le travail une fois sur scène, devant le public, à un endroit où en fait, déjà, toi, tu avais été touché par l'émotion, mais qui renvoyait des choses très, très personnelles, peut-être de ta vie perso, dans une lecture qui là était dans un cadre beaucoup plus intime. Comment s'est fait la transposition de cette émotion d'un cadre privé de lecture à maintenant je joue ce texte au nom de son auteur? Premièrement, repleurer, le texte qui avait provoqué en moi des larmes à la lecture, j'avais pas forcément pour objectif de donner une restitution de ce texte en larmes. Donc déjà, je m'enlevais cette pression. Par contre, je savais que ce texte, naturellement, allait provoquer un émoi chez moi. Et là, je m'inspire un petit peu du personnage de Joé Bousquet, qui était quelqu'un qui s'accrochait beaucoup à la joie, au bonheur, à l'émerveillement. Et quelque part, plus que les larmes que ça produisait chez moi, j'essayais de retranscrire physiquement cette attitude d'ouverture et de réceptivité à la joie et au merveilleux. Ce qui a donné, je ne sais pas quel mélange, parce que j'étais pas filmée sur le moment, mais je crois savoir des retours que j'ai eus que les gens ont été extrêmement touchés de la pièce dans sa globalité et la fin du spectacle qui se terminait sur la lecture de ce poète. Donc, mais voilà, pleurer n'était pas un objectif. Il y a sûrement eu des larmes parce que j'avais les yeux humides, mais mon objectif était de retenir ça, de pas laisser aller à la tristesse, parce que j'avais envie que ce soit un moment joyeux. Il disait un message extrêmement positif, je trouve, et j'avais pas envie de le ternir avec des larmes qui pourraient être interprétées comme quelque chose d'un peu morbide et endeuillé, jouant en plus une personne qui ne peut pas se lever de sa chaise. Ok. Du coup, on va rester là sur ce rapport au public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton activité? Juste une question très simple avec une réponse très courte. Ça fait combien de temps que tu exerces le métier de comédienne? Depuis que j'ai 25 ans. Donc, une quinzaine d'années de façon professionnelle. Ok. Donc maintenant, le lien avec le public. Est-ce que toi, en 15 ans, tu as vu ce que je mets entre guillemets, le droit à pleurer? Est-ce que tu as vu des larmes devenir plus intimes, plus cachées, ou au contraire, est-ce que tu as le sentiment que cette expression de l'émotion, tu l'as vu davantage s'exprimer dans ce lieu qu'est le théâtre? Comment toi, en 15 ans, tu as pu éventuellement percevoir ou ressentir cette évolution, si évolution il y a? Alors, c'est particulier parce que autant les rires dans une salle de spectacle, les rires provenant de la salle vont être sonores, autant les pleurs, pas forcément. Par contre, ce qui peut se passer des fois, c'est qu'il y a des bords plateaux ou des moments où on va, nous, les artistes, comédiens, aller à la rencontre des spectateurs qui étaient présents dans la salle. Et je peux pas parler d'évolution parce que je saurais pas comparer, ça dépend vraiment du type de spectacle que l'on joue, mais en tout cas, ce que je peux attester, c'est qu'aujourd'hui, il y a un spectacle qui est plutôt une comédie dans laquelle je joue, une comédie musicale, et je suis assez frappée des retours des gens. Il y a des gens qui ont la pêche, le sourire à la fin du spectacle et qui nous remercient beaucoup pour ce qu'on a fait passer. Et il y en a d'autres en larmes qui nous confient des moments extrêmement intimes de leur vie parce que, je pense, ça a touché quelque chose en eux de très personnel. Et tout à coup, ils nous rendent témoins de cette intimité parce qu'ils ont l'impression qu'on a compris cette chose en eux. Effectivement, je pense qu'à part chez un psy, il y a peu d'endroits où des inconnus vont nous aborder de cette façon-là. Parce qu'on reste des inconnus, mais le fait de donner à voir du spectacle vivant, si à un moment donné, ça crée vraiment un impact chez des gens,
ils ont l'impression de nous connaître quand Ok. même et qu'on les a découverts à un endroit d'eux. Et est-ce que toi, quand tu es dans le jeu, quand tu es sur scène, que dans les expériences que tu as eues, est-ce que tu arrives à ressentir ou à percevoir les émotions que peut traverser le public face à la pièce qu'il voit, face à une scène, ou est-ce que... euh, Oui, il y a quelque chose que l'on peut percevoir. Alors voilà, dans une pièce qui n'est pas une comédie, où les gens ne sont pas a priori attendus à sonoriser leur réaction, euh, je crois que l'écoute et la façon qu'on a eu de toucher ou pas les spectateurs se mesurent notamment au silence. Autant de silence que l'on peut s'accorder au plateau. Si on sent qu'il faut avancer très vite dans le texte et ne pas laisser de temps de silence, c'est que quelque part on a le sentiment que l'on peut perdre l'attention très rapidement du spectateur, donc qu'il n'est pas dedans, qu'il n'est pas dans la couleur, dans l'émotion de la situation. Quand on sent qu'on peut laisser des silences et que tout le monde va retenir son souffle, qu'il n'y aura pas quelqu'un qui se gratte, qui bouge un peu sur sa chaise ou qui va soupirer, c'est que là, on sent qu'on est tous dans la même ambiance. Ici, dans cette salle, que ce soit sur scène ou sur les fauteuils dans la salle, on vit une expérience immersive ensemble. Et donc, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, c'est vraiment, là pour le coup, ces temps d'accélération ou de silence, c'est vraiment de l'instinctif au moment de jouer la pièce, ou est-ce que au moment du travail en amont, il y a dans le travail de répétition, il peut y avoir un peu une anticipation en disant attention, là on sait que c'est un moment où soyez peut-être plus vigilants parce que c'est un moment où effectivement il peut y avoir une émotion, donc on va laisser du temps. Est-ce qu'il y a une anticipation de ces temps de pause pour laisser s'installer une émotion, pour Non, c'est pas anticipé. Autant dans une comédie, on peut anticiper des moments qu'on espère être comiques, parce que c'est écrit pour être comique, et là, il est une question de tempo dans la comédie. La question du temps dans une comédie se réfléchit effectivement en amont. Autant pour ce qui est de l'émotion brute, comme ça, les sentiments tant positifs que négatifs, si on devait les classer. Non, ça c'est pas forcément travaillé, ça fait d'ailleurs pas l'objet d'aucune formation, à ce que je sache. Donc, par exemple, un auteur qui écrirait une scène où il y a un moment de tension émotionnelle ou bien, oui, qui monte avec pour utiliser un mot, un anglicisme, après le climax émotionnel qu'on vient de vivre, on va, entre guillemets, prévoir et anticiper un moment dans la mise en scène qui permettra à tout le monde de vivre ce passage-là, de vivre l'émotion à différents endroits. Il n'y a pas une forme d'anticipation dans l'écriture et dans la mise en scène derrière de ce genre de scène-là, de ce genre d'émotions et de moments? Là, je crois qu'il s'agit vraiment de spécificité de metteur en scène. On peut considérer que l'émotion, c'est quelque chose qui va s'amener, être porté, arriver à son climax, comme tu dis, et ensuite faire durer le plaisir. Mais à qui ça fait plaisir? Est-ce que ça fait plaisir au comédien qui a l'impression d'avoir installé un bon gros truc et qui, du coup, jouit de ce moment de puissance? Moi, personnellement, quand je suis spectatrice, j'aime bien être surprise. C'est-à-dire que, oui, il peut y avoir quelque chose d'énorme, on l'amène et paf, on passe complètement à autre chose, ce qui laisse quelque part une part de frustration. Et cette frustration, je crois qu'elle est nécessaire chez le spectateur pour lui permettre de développer son envie de « Ah, mais là, ça a coupé, mais moi, j'aurais eu envie que ça aille là ou là. » Par exemple, un exemple tout bête. La chef de Monsieur Seguin, on la suit, donc on vit avec elle cette journée de liberté, on goûte à la saveur de foulées des prairies qui ne sont pas, qui sont sauvages, qui ne se limitent pas au cadre d'un enclos. On goûte avec elle le plaisir de fricoter avec un chamois. On goûte aussi au plaisir et à l'aventure que ça peut être que vivre seul dans la montagne et d'assister au coucher du soleil, alors qu'elle sait très bien qu'au coucher du soleil, Il y aura le loup sera là et il la mangera. Il y a une montée, on s'avance progressivement vers ça,
Et la chèvre de Monsieur Seguin, elle se bat. Donc là, il y a une période descriptive de ce combat où on a l'impression qu'elle peut gagner. Et finalement, ça tourne court. Alors qu'on sent qu'elle va gagner parce qu'elle s'est battue toute la nuit. Et là, le jour pointe, le jour va se lever. Et si le jour se lève, le loup part. Et bien à ce moment-là, la petite chèvre baisse la tête et se laisse manger par le loup. Et ça se termine comme ça. Moi, je me souviens de la frustration immense quand j'étais petite fille. J'avais besoin de relire 10 fois ce passage pour comprendre pourquoi ça se finissait comme ça, c'est brutalement, et pourquoi on s'autorisait à nous laisser là-dessus, quoi. Et donc, pour toi, c'est cette frustration-là qui génère la surprise et donc l'émotion, parce qu'après tout, la frustration est une émotion comme une autre. Et donc, peut-être même d'ailleurs, derrière, je pense que cette histoire en a fait pleurer plus d'un. Qu'effectivement, c'est plus la surprise qui va être initiatrice de l'émotion et donc peut-être des larmes derrière, plus que quelque chose qui serait cousu de fil blanc où on l'anticiperait tellement qu'au final, ça ne nous toucherait pas trop, quoi. Cette mise en frustration, ouais. Le fait que le dénouement nous gêne, il y a quelque chose en nous qui n'est donc pas apaisé. Et finalement, c'est là qu'on va avoir un travail, je crois, dynamique et actif de résolution de ce problème. Mais j'aurais voulu que ce soit ci, que ce soit ça. Si j'avais été la chèvre, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et quelque part, je crois qu'en tant qu'individu, c'est là que l'art joue un rôle. Il nous oblige, à travers des situations fictives, à s'exercer, à trouver les moyens de survivre ou de surmonter les émotions ou les obstacles. Et c'est là que l'art peut être considéré comme thérapeutique, ou en tout cas, c'est un terrain de jeu et d'expérimentation où on ne risque rien et pourtant on apprend quelque chose de l'ordre de la survie. C'est ce que disait, ça rejoint ce que disait l'auteur philosophe Guillaume Leblanc, hein, qui est qu'effectivement, finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la procuration où, au cinéma, on se projette dans le personnage qui vit un drame, et c'est cette procuration-là qui nous donne à vivre des vies qui ne sont pas les nôtres et qui peuvent nous toucher quelque part et nous provoquer de l'émotion. Et bonjour à tous, c'est le Cyril du futur qui vous parle, celui qui est sur le banc de montage. Alors, comment vous dire, nous avons beaucoup parlé, et vraiment, j'arrive pas à choisir tel ou tel passage à supprimer. Donc, plutôt que de choisir, étant donné que j'ai le luxe de décider ce que je fais ici, eh bien, il y aura absolument toute la conversation. Donc, il y aura, comme vous l'aurez deviné, un deuxième épisode. Donc, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la suite. Et fin, ouais, bon, la fin, c'est pas garanti, mais ce sera la suite, ça c'est sûr. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci.